ou qu'il ne soit tenté de piger dans la jarre sans y avoir été invité. Grand-papa, toujours assis dans son fauteuil comme une relique d'un autre temps, semble plus préoccupé par le destin tragique de sa défunte perruche que par sa propre mortalité imminente. Il marmonne des mots sans suite sur les plumes et le paradis des oiseaux, ignorant superbement l'agitation qui règne autour de lui. Le docteur Lépine entre enfin dans la demeure, apportant avec lui une odeur persistante de désinfectant bon marché et une mallette en cuir usé qui semble avoir connu des jours bien meilleurs. C'est un homme dont le regard est aussi fuyant que ses diagnostics et dont le sourire semble facturé à la minute précise. Germaine l'accueille avec une politesse glaciale, une de ces politesses qui vous font sentir que vous n'êtes pas le bienvenu. Elle lui rappelle d'emblée sans aucune subtilité que le temps c'est de l'argent, surtout quand on parle de 100 piastres versés discrètement sous la table de la cuisine, loin des regards indiscrets du fisc. Le médecin s'approche de Grand-papa avec une hésitation qui n'échappe pas à l'œil de lynx de Germaine. Il commence à poser des questions de routine sur les symptômes, le mal qui part des épaules et descend le long de la colonne vertébrale comme un courant électrique mal réglé. Germaine interrompt le docteur avec une impatience non feinte pour préciser que ce n'est pas le vieil homme qui souffre de ce mal-là, mais bien elle-même, à force de récurer les planchers pour des ingrats qui ne voient même pas la brillance du bois. Le docteur Lépine soupire profondément, réalisant que cette visite médicale ne sera pas de tout repos et qu'il devra affronter les sarcasmes de la maîtresse de maison avant de toucher son dû. Il annonce avec une gravité de circonstance qu'il va falloir procéder à des tests plus approfondis, des examens qui, selon Germaine, vont encore faire grimper la facture vers des sommets himalayens totalement injustifiés. Le docteur demande avec sérieux un échantillon de sel et des urines. Grand-papa, dont oui est sélectivement défaillante, demande à Germaine ce que le monsieur a dit exactement. Germaine, avec sa délicatesse coutumière et son volume sonore habituel, lui hurle qu'il veut ses bobettes pour les analyser. Le vieil homme fronce les sourcils avec une dignité froissée, ne comprenant absolument pas pourquoi la médecine moderne s'intéresse autant à son linge de corps et à ses sécrétions les plus intimes. La tension monte d'un cran dans la pièce quand le docteur Lépine sort avec précaution un thermomètre rectal de sa mallette. Il demande à Germaine de l'aider pour la procédure, une requête qu'elle accepte avec un enthousiasme suspect et un sourire en coin. Elle voit là une occasion en or de se venger de toutes les fois où le grand-père a fait preuve d'une mauvaise volonté crasse. Elle se penche et crie à l'oreille du vieil homme que le docteur lui réserve une petite surprise pour sa fête, bien que ce ne soit absolument pas son anniversaire aujourd'hui. Le pauvre m'écarquille les yeux, sentant que quelque chose de peu protocolaire se prépare. La scène de l'examen se transforme alors rapidement en un vaudeville grotesque et bruyant. Germaine s'agite autour du fauteuil, multipliant les commentaires désobligeants sur l'anatomie défaillante de son beau-père. Elle compare la situation à une véritable chasse au trésor où le butin serait bien caché dans les profondeurs de l'histoire familiale et des plis de la peau. Le docteur Lépine, de plus en plus mal à l'aise et transpirant sous son col amidonné, tente de garder un semblant de sérieux professionnel tandis que Germaine rit aux éclats de ses propres boutades, trouvant la situation tout à fait hilarante. Soudain, un incident technique survient. Le thermomètre semble avoir disparu dans les méandres obscurs de la cavité explorée. Germaine feint une inquiétude de façade, affirmant haut et fort qu'elle n'a absolument pas l'intention d'en acheter un autre si celui-ci est perdu à jamais dans les entrailles du grand-père. Elle se moque ouvertement du vieil homme, suggérant qu'il commence sans doute à aimer toute cette attention qu'on lui porte. Le docteur, un brin paniqué, parle de situation des urgences et de gaz de schiste, une métaphore géologique qui échappe totalement au vieil homme mais qui amuse beaucoup Germaine, laquelle imagine déjà des forages dans son salon. Finalement, le docteur s'en va en hâte, empochant ses billets et laissant derrière lui une Germaine épuisée de rire et un grand-papa plus confus et indigné que jamais. Carole revient dans la pièce quelques instants plus tard et demande des nouvelles de la consultation médicale. Germaine lui répond avec un cynisme consommé que le grand-père s'en va à l'hôpital et qu'il n'est certainement pas près de revenir de sitôt. Elle range les derniers instruments de torture improvisés avec un sentiment de satisfaction maligne, sentant que la journée est loin d'être terminée et que le chaos ne fait que changer de forme dans cette maison où rien n'est jamais simple ni tout à fait normal. Chapitre 1. Bienvenue dans l'univers de Germaine Lebrun, une femme dont le dynamisme n'a d'égal que la repartie cinglante. Dans cette demeure de Montréal règne un chaos organisé où les générations se croisent et se heurtent avec une tendresse parfois rugueuse. La journée commence comme tant des autres par les plaintes de grand-papa, le patriarche de 92 ans qui semble avoir fait de l'insomnie son activité principale.
Cela fait 3 jours que je ne dors pas, grogne-t-il depuis son fauteuil use. Germaine passant est l'aspirateur avec une vigueur déchaînée ne s'en laisse pas imposer. Elle fait le ménage non pas par simple souci de propreté mais comme si elle livrait une bataille contre la poussière de l'existence. Germaine s'adresse à nous cette franchise qui la caractérise. Elle nous explique que sa vie a été une suite de coups de balai et de sacrifices. Mariée à 18 ans à Roger Lebrun à cause d'une maladie qu'elle appelle with humor la grossesse, elle a dû élever 6 enfants pratiquement seule. Pour elle, le ménage est un sacerdoce, une manière de garder le contrôle sur un monde qui cherche sans cesse à lui échapper. Elle se souvient de la visite de Monsieur le cure Saint-Pierre qui admirait la tenue de sa maison. Elle lui avait répondu oui politesse, mais en son forum intérieur elle se disait que le bon Dieu aurait bien besoin d'un coup de main pour ranger le bordel dont il est responsable. C'est alors qu'entre Carole, sa fille unique. Carole est le portrait de la persévérance. Entre son travail de serveuse et ses études de psychologie, elle tente de se construire un avenir loin des chiffons de sa mère. Germaine, malgré son air bourru, admire profondément sa fille. Pourtant, elle ne peut s'empêcher de commenter la vie sentimentale de Carole qui se prépare pour un rendez-vous. Un petit verre tranquille et s'étonner Germaine. Elle met en garde sa fille contre les intentions cachées des hommes utilisant des métaphores colorées sur la vodka et les risques de se retrouver trop vite dans le cabinet d'un médecin pour accoucher. C'est sa façon à elle d'exprimer son amour et sa protection envers celle qui est son plus grand succès. Pendant ce temps, la cave reste un mystère pour certains et un refuge pour des autres. Germaine a oublié de l'ouvrir pour grand-papa, créant un petit imprévu dans la routine matinale. Elle se moque de sa propre distraction tout en continuant de frotter. Elle n'est pas seulement une ménagère, elle se considérait aussi comme une femme d'affaires puisqu'elle tient un kiosque de fruits et légumes aux marches. Elle nous raconte ses déboires, les clients qui tripotent sa marchandise sans pudeur. Sa repartie face à une dame qui manipulait une banane un peu trop fermement reste légendaire dans le quartier. Pour Germaine, chaque interaction est une leçon de vie et chaque objet a sa place bien précise dans le grand puzzle de sa maison. Le ton donne. Entre les soucis de santé de grand-papa, les ambitions de Carole et le caractère volcanique de Germaine, cette maison ne connaît jamais le silence. C'est un lieu où on apprend que l'humour est le meilleur remède contre la fatigue et que derrière chaque reproche se cache une immense générosité. Germaine Lebrun est la gardienne de ce temple familial, prête à tout pour défendre les siens même si cela implique de leur crier après 10 fois par jour. La suite de la journée promet d'être riche en émotions et en rebondissements car chez les Lebrun rien ne se passe jamais comme prévu. Chapitre 2. La cuisine de Germaine est le centre nerveux de la résidence. C'est ici que les destins se nouent entre deux fournées de biscuits. Alors que Carole s'apprêtée à partir pour sa soirée, Germaine intercepte une tasse de café qu'elle n'a pas demandé. C'est une tactique classique pour prolonger la conversation. Carole refuse poliment, arguant qu'elle est déjà en retard. Germaine son sens inné du drame et s'inquiète immédiatement du rythme cardiaque de la vie amoureuse de sa fille. Si l'homme arrive en retard, il repartira peut-être trop vite, conclut Louise, un clin d'œil malicieux qui fait lever les yeux au ciel à Carole. Une fois Carole partie, la maison semble un instant trop vaste. Germaine se tourne vers grand-papa qui semble avoir trouvé une paix soudaine ou peut-être a-t-il simplement éteint son appareil auditif. C'est à ce moment que Bruno, le fils de la maison, fait son entrée. Bruno est un homme au cœur tendre mais a l'esprit parfois embrumé par ses propres émotions. Il porte un costume de burger promotionnel, une tenue qui prête à rire mais qui témoigne de son besoin de gagner sa vie. Germaine ne manque pas l'occasion de le taquiner sur sa promotion de la semaine. Elle imite les bruits de son costume, une joie enfantine cherchant à arracher un sourire à son fils. Cependant Bruno ne rigole pas. Il a le regard bas et les épaules voûtées sous son déguisement de pain sésame. Geneviève a cassé, lui avoue-t-il d'une voix blanche. Geneviève, cette jeune femme que Germaine n'a jamais vraiment portée dans son cœur. Germaine tente de cacher sa satisfaction derrière une feinte compassion. Elle interroge son fils sur les raisons de cette rupture mais Bruno reste silencieux, refusant d'en parler. Germaine use sa psychologie de comptoir et convaincue qu'il a fait une gaffe. Elle lui propose un biscuit, ses fameuses pâtes douces, espérant que le sucre soignera la blessure de l'âme. Chapitre 3.
La nuit tombe sur Montréal apportant Weasel de nouvelles préoccupations. Carol est rentrée de sa date qui selon sa mère était un désastre annoncé. Elle s'assoit à la table de la cuisine où lise ses livres de psychologie cherchant le calme pour étudier. Germaine elle observe Louise une fierté mal dissimulée. Elle loue la persévérance de sa fille unique. Pour elle celui qui mettra le grappin sur Carole sera l'homme le plus heureux au monde. Mais la conversation dérive vite sur Bruno. Carole suggère de ne pas s'en mêler de laisser son frère gérer ses affaires de cœur tout seul. Mais Germaine ne connaît pas le concept de discrétion. Elle veut être une leader, une force des interventions pour sauver son fils. Soudain les plaintes de Grand-Papa reprennent. Il se sent mal et cette fois cela semble plus sérieux qu'une simple insomnie. Carole s'inquiète réellement. Peut-être que Grand-Papa est mal pour vrai, dit-elle. Germaine calcule déjà le coût du docteur Lépine, ce médecin qui demande 100 piastres sous la table. Elle plaisante même sur les assurances funérailles de son beau-père, une manière de conjurer la peur de la mort par l'humour noir. Finalement elle se résout à l'appeler. La cause du malaise de Grand-Papa est révélée, il la trouve sa perruche morte ce matin. C'est le chagrin qui l'étouffait plus que la vieillesse. Le docteur Lépine arrive enfin, ouise sa mallette et son air suffisant. Il commence son examen sous le regard critique de Germaine. Les échanges sont truculents. Quand le docteur demande un échantillon de sel et des urines, Germaine traduit à sa façon pour Grand-Papa en lui criant qu'il veut ses bobettes. La scène atteint son sommet de ridicule quand le docteur tente de prendre la température rectale. Germaine, toujours prête à aider mais surtout à s'amuser de la situation, observe la maladresse du médecin. Elle s'exclame que Grand-Papa a l'air d'une grosse pomme au caramel. C'est dans ces moments des absurdités totales que la famille Lebrun puise sa force, transformant une visite médicale pénible en une comédie humaine inoubliable. Chapitre 4. L'atmosphère dans le salon devient électrique alors que le docteur Lépine s'apprête à accomplir son office médical. Grand-Papa, toujours assis dans son fauteuil, semble totalement déconnecté de la réalité immédiate jusqu'au moment où le thermomètre entre en scène. Germaine, ouise un enthousiasme débordant, encourage le médecin tout en lançant des commentaires désobligeants sur la morphologie de son beau-père. L'incident survient en un éclair de seconde. Le thermomètre disparaît subitement, déclenchant une panique hilarante. Le docteur Lépine, les yeux écarquillés, bafouille sur l'exploration nécessaire de la cavité tandis que Germaine suggère with irony qu'il ferait mieux de forer pour trouver des gaz de schiste. Le chaos est total. Grand-Papa semble soudainement apprécier l'attention qu'il reçoit, ou peut-être est-ce simplement l'effet de la surprise. Germaine décrète qu'il faut l'emmener des urgences à l'hôpital, mais pas avant d'avoir savouré chaque miette de cette situation grotesque. Carole, spectatrice impuissante de ce drame domestique, tente de ramener un peu de raison. Elle cherche ses livres de psychologie égarés, craignant que l'aspirateur de sa mère ne les ait engloutis. Germaine, de son côté, est déjà passée à autre chose. Elle veut s'impliquer dans la vie de Bruno et Geneviève, se comparant à un leader politique en pleine crise diplomatique. Elle promet à Carole de ne pas intervenir, une promesse qu'elle n'a absolument aucune intention de tenir. Chapitre 5. La cuisine redevient le théâtre d'une confrontation inattendue lorsque Geneviève fait son apparition. Elle semble nerveuse et cherche ses mots. Germaine l'accueille, ouise un faux sourire et un bol de biscuits qu'elle grignote with ostentation. « Pourquoi tortures-tu mon garçon » demande-t-elle sans préambule. Geneviève, surprise, tente de s'expliquer mais Germaine l'interrompt constamment. Elle est convaincue que Geneviève était l'unique responsable du malheur de Bruno. La jeune femme finit par craquer et explose dans un monologue de reproches. Elle se dit désolée d'avoir rencontré Bruno, désolée d'être tombée amoureuse et surtout désolée de devoir supporter une mère aussi dominante que Germaine. Germaine encaisse le coup, ouise une dignité feinte, espérant une conclusion plus brève à ce discours enflammé. Bruno arrive juste à temps pour assister à la scène finale. Geneviève lui lance un regard noir et lui souhaite d'être très heureux, ouise sa mère avant de quitter la maison en claquant la porte. « Je cassure le TL une dernière fois. » Bruno est dévasté. Il avoue à sa mère que c'est lui qui a refusé d'emménager avec Geneviève car il ne se sentait pas prêt.
Germaine triomphante décrète qu'il est bien trop jeune à 33 ans pour quitter le nid familial. La tension entre la mère et le fils atteint son paroxysme, marquant une nouvelle étape dans les chroniques mouvementées de la famille Lebrun. Chapitre 6. Après le départ tempétueux de Geneviève, le silence retombe sur la maison, mais c'est un silence lourd de reproches. Bruno s'enferme dans sa chambre, refusant tout dialogue. Germaine de son côté discute with ses amies Margot et Madame Dufour. Elles évoquent les péripéties de la vie amoureuse de Barbara, la fille de Madame Dufour. Les commentaires fusent sur les hommes qu'elles qualifient tous de niqueurs ou de maniaques sexuels. Germaine raconte with une verve inégalée une soirée au cinéma with Margot où un inconnu avait eu un comportement déplace.